Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, bonjour, merci d'être avec nous, avec Philippe David. Ça va Philippe David ? Très bien Cécile de Ménibus, j'ai reçu un livre, je crois qu'il a été écrit pour moi. Vous pouvez lire le titre ? Mon collègue est nul, mais je le soigne. Ouais. C'est pour moi qu'il a été écrit ce livre. Non, C'est marrant parce que j'ai reçu regardez le livre que j'ai reçu. Ah. Bah écoutez, il y a une chose, hein. Oui. La poste s'est encore plantée pour votre envoi. C'est un auteur, Gaël Châtelain-Berry, qui nous a envoyé ça à tous les deux. Mon collègue est nul, mais je le soigne. C'est une très belle opération. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. voilà, parce que ici, dans les vraies voix, maintenant, c'est toute l'équipe de Sud Radio. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils veulent nous applaudir. Dès qu'on fait un truc avec Philippe David, ils n'ont absolument rien à faire, à part nous applaudir. Merci. Merci. Et on peut dire que nos collègues sont super. Ils sont formidables. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Vous ne serez pas payé plus cher, vous inquiétez pas. Parce que se dit, on va être payé, on va avoir des primes et tout. Mais non, rien, on vous donne rien. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 19h avec un petit peu de sérieux. Sommaire de cette émission. Le grand débat du jour, c'est à 17h30. Les enseignants des écoles primaires appelés à la grève aujourd'hui. Une semaine après la rentrée, les syndicats protestent contre la généralisation des évaluations obligatoires en septembre à partir du CP. Ils y voient un outil de tri des élèves, de contrôle des enseignants, mais aussi une perte de temps qui ne résoudra pas le manque de moyens. Alors parlons vrai, est-ce que ces évaluations vous semblent une bonne idée pour connaître le niveau des élèves ou est-ce un nouveau gadget qui ne donnera aucune indication fiable, Et à cette question, les évaluations sont-elles un bon indicateur du niveau de nos élèves ? Vous dites oui à 52%. Vous êtes enseignant, vous avez vu les évaluations de vos enfants. Appelez Aude au 0826 300 300 qui vous mettra toujours une bonne évaluation. Et puis Élise Kamen-Hirsig sera avec nous, enseignante, chroniqueuse au Point, au Figaro, à Marianne et auteur de ce livre La Grande Garderie, publié chez Albin Michel. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, l'assurance maladie veut traquer les fraudeurs. Elle déplore une croissance injustifiée de ses dépenses cette année. L'addition pourrait donc augmenter de plus d'1 milliard d'euros pour dépasser les 17 milliards. Face à ce constat, la CNAM entend auditionner 7000 généralistes qui prescrivent aujourd'hui beaucoup d'arrêts de travail. Elle va aussi contacter tous les assurés en arrêt de travail depuis 18 mois. Alors, pensez-vous que certains médecins exagèrent sur les arrêts maladie ? Ou est-ce que ce sont les patients qui poussent les médecins à la faute en se disant si vous me le faites pas, je vais aller voir un de vos confrères qui lui me fera un arrêt. Et à cette question, y a-t-il une fraude massive aux arrêts maladie ? Vous dites oui à 69%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. On en parlera avec Marcel Garrigou-Grandjean, qui est médecin généraliste et responsable juridique national de la Fédération des médecins de France. Soyez les bienvenus. C'est les vraies voix jusqu'à 19h avec nos vraies voix du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et notre vraie voix du jour, comme tous les jours, Philippe Bilger, président, je le rappelle, on ne le rappelle jamais suffisamment assez, président de l'Institut de la Parole. Mais bien entendu. Mais cher Philippe. On n'est pas tous présidents. Mais je n'ai pas des collègues nuls, je n'ai pas à les soigner. Oui, absolument. Mais je trouve que président, ça vous dévalorise. Moi, je trouve que empereur, ce serait vraiment le minimum. Vous l'avez déjà fait, mon cher Philippe. Non, mais je le répète. Son Altesse Sérénissime. Oui. Tom Conan est avec nous, essayiste et auteur. Bonsoir. Et vraie voix. Et on peut m'appeler Votre Excellence si vous le souhaitez, pour varier un peu. C'est joli. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis content dans cette période de réchauffement climatique, avec cet été indien qui se prolonge, d'être à l'ombre avec vous. Et puis en compagnie du Caudillo Bilger. Comment vous appelle Comment vous appelle syndicaliste camarade, voilà. Vous avez des références historiques qui me touchent. Celle-là, elle était franco de port et d'emballage. C'est très joli toujours. Et ce numéro de téléphone que vous aimez tant, 0826 300 300, c'est Laurence qui nous appelle de Saint-Martin de Londres. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Ça c'est joli, Saint-Martin de Londres. Ah oui. Oui, ce n'est pas inondé, c'est très joli. Voilà. Laurence, vous vouliez réagir. Votre coup de gueule, c'est la sécurité à l'école, je crois. Oui, parce que je pense que tout le monde se souvient qu'on a des parents d'élèves qui sont morts, on a des collègues, on a des enfants
à l'école aux Arts à Torah. Donc, je suis surprise qu'encore aujourd'hui, par exemple, on affiche la liste des noms des élèves sur la porte, alors que on agresse des gens au simple nom qu'ils ont un patronyme juif. Donc, je suis très étonnée. De la même façon, grâce à ça, des parents déchus des droits parentaux peuvent venir et repérer où est leur enfant et leur épouse s'ils veulent la trucider. À côté de ça, on continue à construire des écoles qui sont en carton-pâte. Il n'y a aucune contrainte architecturale. Moi, j'ai vu des écoles qui sont dans un cul-de-sac qui viennent d'être construites, d'où on ne peut pas s'échapper. Voilà, donc on fait des papiers qui s'appellent les PPMS, les plans particuliers de mise en sécurité, mais c'est du papier. Quant à la présence humaine d'agents de police devant les écoles, rien n'a changé. Et je finirai par l'histoire des gestes de premier secours, où personne ne vérifie à la rentrée que dans l'école, les gens sont suffisamment formés sur ce plan-là. C'est un bon sujet, c'est un bon sujet. Merci en tout cas de nous l'avoir proposé. Laurence, Philippe Bilger, elle a pas tort. Oui, je la trouve un petit peu, non pas pessimiste, je trouve qu'elle pose une très juste interrogation sur le premier point de son intervention. Je me demande si supprimer les noms de certains élèves ne serait pas, en définitive, concéder au terrorisme. Ouais. Je veux dire, on hésite parfois à répondre par une forme de lâcheté obligatoire, mais je crois qu'il faut avoir aussi le courage de maintenir une normalité qui, je veux dire, défie la malfaisance. Allez, on a très peu de temps. Tous ceux Joseph, qui nous disent depuis des années tout va bien, Madame la Marquise, on a la démonstration que ça va pas bien et que c'est des inquiétudes qu'on n'avait pas il y a encore quelques dizaines d'années. Mais effectivement, près de chez moi, j'ai une école juive. Maintenant, elle a été ouverte. Maintenant, c'est des barbelés, c'est des murs, c'est des caméras, etc. Donc, on voit qu'il y a une dégradation pour la sécurité, notamment des enfants juifs. Tom. Et puis là, la question de manière générale des services publics, la dégradation de certains services publics, c'est quand même aussi un sujet assez général en France aujourd'hui, assez criant. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Merci beaucoup, Laurence. Et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui en Vraie Voix du jour. Vous pourrez intervenir dans notre prochain débat. Et sur le réquisitoire du procureur, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? On va parler de Kamel Daoud. Oh, dites donc. On en parle dans un instant. On fait une petite pause. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Vous connaissez ce numéro, Philippe ? 0826 300 300. Bravo. Allez, on y va. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est la fin de la récré. On revient à des choses importantes, bien entendu. Avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h et nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, Tom Conan et Joseph Touvenel. Et vous, au 0826 300 300, n'hésitez pas. Venez nous raconter votre vie et venez commenter l'actualité avec nous. On sera ravis de vous accueillir dans un instant. Notre Félix Mathieu National et les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir. De quoi parle-t-on dans un instant ? On va parler de ce débat aux États-Unis la nuit prochaine. Ça s'annonce un peu animé. De la suspension d'une enseignante dans le 15e arrondissement de Paris. Elle a été filmée en train de frapper une élève qui rentrait en petite section de maternelle. Oups. Et puis des préservatifs. On va parler des préservatifs. Apparemment, ils n'ont plus la cote auprès des jeunes et ça inquiète le Conseil économique, social et environnemental. En 3 mots, ça donne donc débat, suspension et préservatif. On en parle dans un instant. Ça tombe bien, il y a 4 bonhommes autour de la table. Allez, tout de suite. Non, 5, parce que... Vous avez dit 4 ? Parce que Tom Conan, il n'a pas l'âge. Oui. Je le disais, mais lequel n'est pas un homme prophétique. Allez, tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez requérir, monsieur le procureur, sur une phrase forte de Kamel Daoud: pour être un vrai Algérien, il faut haïr la France, et je ne réponds pas à ce critère. Je lis régulièrement dans Le Point Kamel Daoud et je le trouve à chaque fois très intelligent. Je n'ai pas lu son dernier livre, Ouri, mais tous ceux qui l'ont lu m'ont dit qu'ils le considéraient quasiment comme un chef-d'œuvre. Et lorsqu'il vient dire que, en effet, pour être un vrai Algérien, il faut haïr la France et que c'est le critère principal pour être apprécié, j'ai tendance à le croire. Et c'est assez dévastateur de penser que lorsqu'il expose cette argumentation, il faut l'entendre avec une langue irréprochable, il a probablement raison.
Joseph Touvenel, moi j'ai vu une vidéo ce week-end à la télé publique algérienne où c'est vraiment de la haine de la France pendant 3 minutes consécutives, c'est incroyable. Mais c'est ce qu'on leur apprend depuis en gros les années 60, et d'ailleurs il ajoute, il prend un très bel exemple, il dit il est interdit sous peine d'être arrêté, emprisonné, de parler de la guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, mais on doit parler des méchants Français qui occupaient le territoire de l'Algérie, c'est-à-dire qu'il y a un lavage de cerveau permanent qui amène la haine, et il y a des générations qui sont élevées dans la haine par une dictature. Je rappelle que le président vient d'être élu avec un score bien supérieur à celui de Poutine à son élection. 94. Mais il a dit que le scrutin était peut-être pas si sincère que ça, ce qui pose quand même question. Après, il faut quand même distinguer aussi l'idéologie qui peut être développée par un État ou par un gouvernement, et ensuite la vie des gens. Si on interroge les Algériens, les gens de la diaspora en France ou même ailleurs, je suis pas du tout certain qu'on arrive à ce genre de constat, fort heureusement. Donc voilà, encore une fois, jamais amalgamer un peuple et son gouvernement ou son État, fut-il autocratique ou émetteur d'idées xénophobes, voilà, ou haineuses. Merci beaucoup, Philippe Bilger. À moins que vous ayez quelque chose à... Pas du tout, ma chère. Ils ont été parfaits. Je disais, non, mais Joseph a dit un point très important. C'est à cause de cette haine des Français, elle est destinée à faire oublier la guerre civile. Merci beaucoup, en tout cas. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. C'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix, débat, suspension et préservatif. Philadelphie et tous les États-Unis retiennent leur souffle. Kamala Harris et Donald Trump vont s'affronter en débat la nuit prochaine. Une enseignante filmée en train de frapper une fillette de 3 ans le jour de sa rentrée en petite section à Paris. Elle a été suspendue ce matin. Et puis, écoutez-moi bien, là, tous les jeunes pubères autour de cette table, il faut sortir couvert. C'est important. Le préservatif n'est plus à la mode et ça inquiète le Conseil économique, social et environnemental. Les vraies voix Sud Radio. Vous n'aurez sans doute rien connu d'aussi tendu, à part peut-être le qui c'est qui l'a dit des vraies voix. Le match Donald Trump-Kamala Harris, c'est ce soir à Philadelphie, c'est-à-dire la nuit prochaine, 4 heures chez nous. L'ancien président affronte l'actuelle vice-présidente en débat, Kamala Harris, qui s'était montrée coriace il y a 4 ans lors du débat des colistiers. C'était à l'époque face à Mike Pence. Mr. Vice President, I'm speaking. Monsieur le Président, je parle. Elle ne s'était pas laissée interrompre par son adversaire qui l'accusait de mentir. Alors notez que cette fois, le micro de chacun va être éteint quand l'autre parlera. Interdiction de se couper la parole les uns les autres. C'est un peu comme dans les vraies voix. Évidemment, ce débat, il va être hyper scruté vu que le dernier, vous vous souvenez, avait conduit au retrait de Joe Biden. More border patrol and more asylum officers. President Trump? Donald Trump avait même répondu « Je ne comprends pas ce qu'il dit » et lui non plus. Voilà, Kamala Harris sera sans doute une débatteuse un peu plus coriace pour lui. J'espère que vous comptez faire la nuit blanche pour suivre tout ça. Qui va regarder Franchement, enfin, moi peut-être. Putain, mais ça a l'air super intéressant. Honnêtement, il y a quand même un enjeu incroyable. Il y a quelques mois encore, Trump était vraiment le leader. Il était tout seul face à Biden, un peu affaibli, vieillissant, y compris pour les gens qui sont démocrates. Donc oui, là, il y a vraiment quelque chose qui se joue. On nous vend Kamala Harris depuis maintenant plusieurs semaines. Ce qui sera intéressant tout de même, c'est de voir Donald Trump s'il parvient enfin à adopter un style d'opposition valable à l'encontre de cette candidate qu'il n'attendait pas. Qui sera le king de Philadelphie? Ça va être la question ce soir. Mais l'histoire nous a répondu déjà. Oui, ça va être intéressant, mais en fait, c'est de la com. Et quelle va être la réalité derrière de la politique américaine? Je note que j'ai pas un amour fou pour Donald Trump, que les démocrates ont toujours déclenché les guerres et les conflits, pas les républicains. Ce serait intéressant de savoir si elle va se positionner en tant que femme. C'est-à-dire de répondre à Donald Trump, comme certains disent, oui, vous vous adressez, vous voulez pas laisser parler une femme, comme ça a été dans les débats français. Mais il est clair déjà que Donald Trump a montré qu'il était mal à l'aise face à une femme, même le grossier personnage qu'il peut être, eh bien parfois il a des scrupules pour la traiter comme il le faisait avec Biden. Vous avez, en dehors de votre joliesse et de votre intelligence, un sacré bouclier, ma chère Cécile. Et ce qui est intéressant chez Kamala Harris, c'est que justement, elle ne met pas trop en avant le fait qu'elle est à la fois noire et hispanique, puisqu'elle a les deux origines. Elle ne met pas trop en avant les éléments pourtant assez évidents, le fait qu'elle est aussi une femme, etc. En revanche, elle le concrétise, on pourrait dire, dans les actes, dans le fait qu'elle défende l'avortement, etc. Alors que Trump, comme vous le savez, a une position quand même un peu ambiguë sur cette question. Donc justement, elle en joue pas trop, elle surjoue pas
pas ses supposés avantages ou ses supposées spécificités. Elle est Après, plutôt sur le fond des dossiers. Peut-être On verra dans le débat. Et puis elle n'a pas besoin d'en surjouer. Elle en a déjà beaucoup joué à une certaine époque. Allez, bam, ça c'est fait. C'était gratuit. Je sens que vous êtes un démocrate, vous. Face à Trump, ça me semble assez évident, mais bon, j'ai l'impression que Bilger face à vous veut faire le front républicain. Ouais, c'est ça. On va faire le débat Kamala Harris, Tom Conan, Bilger. Allez, deuxième mot, suspension, celle d'une enseignante filmée en train de frapper une fillette de 3 ans. Une petite en pleurs lors de son premier jour d'école, sa rentrée en petite section. La scène filmée par la mère d'une autre élève se déroule dans le 15e arrondissement de Paris. La petite, traumatisée, ne regarde plus les autres dans les yeux, n'a plus reparlé à sa maîtresse depuis ça, selon l'avocate de la maman. En tout cas, après la diffusion des images sur les réseaux sociaux, la ministre démissionnaire de l'Éducation, Nicole Belloubet, a réagi. Je vous lis sa réaction. Ces images sont terriblement choquantes et inacceptables dans notre école. J'ai demandé sans délai le lancement d'une procédure disciplinaire avec suspension immédiate de la professeure. Et c'est chose faite. L'enseignante a été effectivement suspendue dès ce matin. C'est ce qu'indique le recteur qui s'est rendu sur place tout à l'heure dans cette école maternelle. C'était ce matin. Mais sur les réseaux, beaucoup de commentaires résonnent avec votre débat de tout à l'heure, vous savez, sur la grève dans les écoles primaires. Avec par exemple ce commentaire de Raph qui répond à la ministre sur Twitter, sur X, l'ex-Twitter. Je cite Raph, « Impardonnable le geste de l'enseignante, mais vous êtes également responsable car 28 enfants en bas âge à prendre seul en charge, c'est honteux. » Beaucoup de commentaires aussi qui vont dans ce sens finalement en réponse à Nicole Belloubet. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Quelle est la violence? Oh bon, on la voit frapper assez vivement. Comment? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle prend l'enfant, elle lui tape fort dans le dos. Bon, c'est ce qu'on voit. Franchement, qu'un recteur se déplace pour ça, moi, ça me dépasse. Non, c'est assez choquant les images. Ouais, parce que, et après, elle a des mots très durs. Elle est suspendue. Nous sommes en maternelle. Certes, quand même. C'est-à-dire que fille, si elle perd ses nerfs devant une enfant qui fait sa rentrée des classes, non, mais surtout qui si est en elle maternelle, tombe, si la petite tombe, et il y a une mère d'élève dans la classe. Oui, vous imaginez ce qu'elle peut faire quand elle est toute seule dans la classe. Non, mais que le recteur, après, vienne, mais on tombe sur la tête, il n'a pas autre chose. Parce que les images sont très choquantes. Je vous ai pas laissé tout le sonore, mais c'est vrai qu'on entend la petite hurler, ça dure longtemps, c'est interminable. Je pense que c'est quand même suffisamment exceptionnel, j'ose l'espérer, pour justement le mettre en avant et appuyer dessus suffisamment fort. Voilà. Pour justement non pas généraliser la chose, mais justement montrer que la situation est vraiment résolue rapidement. En tout cas, lever la main sur un... C'est pas bien, mais ça c'est indiscutable. Oui. Elle est suspendue. Déjà, Nicole Belloubet a fait quelque chose de bien tout de même. Et puis, mais pour le reste, je trouve qu'on exagère sur le plan... Mais bon, et comme ça au moins. J'aurais consolé cette petite si j'avais été là. Oui, c'est vrai qu'une petite section qui pleure leur premier jour d'école, c'est quand même le classique de la rentrée. D'habitude, on en sourit. Bon, là, c'était quand même un sujet qui va vous intéresser, Philippe Bilger. Troisième mot, le préservatif n'a plus la cote, nous révèle le Parisien aujourd'hui en France. Un tiers des adolescents de 15 ans sexuellement actifs ne l'utilisent pas, selon la branche européenne de l'OMS. Je ne sais pas si vous avez participé à ce sondage. En tout cas, le Parisien s'est procuré un rapport du Conseil économique, social et environnemental sur la santé des jeunes, rapport qui s'inquiète d'une hausse des maladies sexuellement transmissibles et qui fait ce lien effectivement avec la baisse du recours au préservatif, tendance d'ailleurs qui va au-delà de l'Hexagone, c'est la tendance en Europe et dans les pays occidentaux de façon générale. Mais le rapport du CESE pour ce qui est de la France pointe une éducation sexuelle devenue insuffisante. C'est censé être obligatoire dans les établissements scolaires, l'éducation sexuelle, mais un quart des établissements indiquent n'avoir jamais mis en place de séances dédiées. En fait, seuls 15% des élèves en bénéficieraient selon ce rapport du Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes surpris que le préservatif soit mis à l'index ? Non. Vous aurez compris pourquoi Thierry Baudet n'a pas été Premier ministre. Il s'occupait du préservatif. Ah, très bien. Mais c'est vrai, le fait qu'il n'y ait pas d'éducation sexuelle, ça c'est quand même assez évident. Les gens même se font leur propre éducation sexuelle en regardant la télévision, les séries. Il y a une série qui s'appelle Sex Education justement. Donc ça c'est quand même un vrai problème. Et l'autre effet, moi je vois, j'ai des amis qui, par définition, ont une sexualité depuis quand même quelques années. Enfin en tout cas j'imagine. Et qui par exemple ne se sont jamais fait dépister. C'est-à-dire, ils comprennent même pas qu'est-ce que c'est le concept d'aller se faire dépister. Alors, pour information, je précise que pour les maladies sexuellement transmissibles, il faut aller se faire dépister régulièrement. Absolument, vous avez bien raison moi, je de le rappellerais que dire. Les premiers éducateurs, c'est les parents. Oui.
peut-être faut-il apprendre aux parents, et c'est leur rôle de faire l'éducation sexuelle des Mais enfants. c'est un tabou dans la famille. Ce n'est pas à l'État de s'en occuper directement. Vous nous le Avant rappellerez tout aux quand on parents. aura du temps. Allez, merci beaucoup. Les enseignants du primaire sont en grève aujourd'hui pour protester contre les évaluations obligatoires. On va en parler dans quelques instants, Philippe. Oui, parlons vrai. Est-ce que ces évaluations vous semblent une bonne idée pour connaître le niveau des élèves, ou est-ce un nouveau gadget qui ne donnera aucun indice fiable? Et à cette question, les évaluations sont-elles un bon indicateur du niveau de nos élèves? Vous dites oui à 53%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée Lisa Kamen-Hirsig qui est avec nous, enseignante, chroniqueuse de Au Point, Figaro et Marianne, auteur du livre La Grande Garderie, publié chez Albin Michel. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question avant de partir en pub. Est-ce qu'on doit être inquiet du niveau des élèves? Vous n'êtes pas là, vous m'entendez? Oui, il faut être inquiet du niveau des élèves. Vous m'entendez? Oui, pas très bien, pas très bien. Mais vous m'avez dit oui, c'est bien. On revient dans un instant. Ne bougez pas. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 19h. Le choix des vraies voix du jour est mûrement pensé, c'est-à-dire qu'on a un collectif de gens, d'enfants entre 6 et 10 ans qui décident de qui faire venir, et ils ont fait plouf plouf. Donc il y a Philippe Bilger, il y a Tom Conan, 8 ans. Joseph Touvenel, et il y a 10 Joseph ans. Touvenel. Dont 10 de militantisme syndical. Autant avec Philippe Bilger, là il y a quelque chose. Autant les deux autres, voilà, on fait comme on peut. On n'a pas toujours le choix dans la vie. On remercie ses enfants, bien entendu. On plaisante. Mais bien comme sûr. on traînait dans le quartier, on s'est dit qu'on allait rentrer. Allez, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix. 0826 300 300. Vous voulez débattre? Vous êtes les bienvenus. Allez, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Une première grève une semaine après la rentrée. Plusieurs syndicats enseignants appellent à se mobiliser. Aujourd'hui, ils s'opposent notamment aux évaluations nationales en primaire. C'est la seule fois de l'année où les enseignants peuvent comparer les résultats de leurs élèves à tous les autres élèves de France. Les évaluations nationales, c'est une des premières pierres de la mise en place du choc des savoirs et du tri des élèves. Les syndicats aiment toujours prêter des mauvaises intentions au ministère, mais là, pour le coup, ça n'existe pas. Mais il y aura peut-être ultérieurement un appel à boycotter la transmission des résultats. Les enseignants du primaire sont donc en grève aujourd'hui, une semaine après la rentrée. Les syndicats dénoncent la mise en place des évaluations obligatoires des CP. Selon eux, ces tests servent à catégoriser les élèves, à surveiller les enseignants et à détourner l'attention de véritables problèmes comme le manque de ressources dans l'éducation. Alors parlons vrai, pensez-vous que le niveau des élèves s'est amélioré ou s'est effondré ces dernières décennies? Est-ce que les classements internationaux comme PISA ne montrent pas que notre système éducatif va de mal en pis? À cette question, les évaluations sont-elles un bon indicateur du niveau de nos élèves? Vous dites oui à 53%. Vous voulez réagir et on ne vous notera pas. C'est le 0826 300 300. On va vous évaluer en revanche. Lisa Kamen-Hirsig est avec nous, enseignante, chroniqueuse au Point, au Figaro et à Marianne, et auteur de ce livre La Grande Garderie, publié chez Albin Michel. La Grande Garderie, on a l'impression que ce sont les vraies voix. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plus sérieusement, Philippe, encore un... Alors, comme je me sens nettement mieux qu'hier, ma chère Cécile, je vais pouvoir reprendre mon ton habituellement réactionnaire. Je suis tout de même très étonné par le fait que, non pas par la grève, elle arrive assez régulièrement, mais par le fait que des notions qui m'apparaissent évidentes par rapport à une certaine conception du passé scolaire, autorité, évaluation nationale, dans le primaire, même si Jean-Michel Blanquer ne parle pas seulement de PISA, il parle d'un autre système d'évaluation qui lui donnait des quitus pour le primaire, je trouve invraisemblable, mais j'attends avec impatience et la réponse qui me sera donnée, que des valeurs fondamentales, l'évaluation nationale, je finis là, va être capitale pour le présent, va permettre de comparer les diverses expériences sur la France scolaire pour
préparer encore mieux le futur. Je ne vois pas au nom de... Alors bien sûr, ah oui, mais ça va donner du travail. Bien sûr, ça détourne des vrais problèmes. Tout ça, c'est du vent. J'en ai assez de ces argumentations qui sont toujours les mêmes. Moi, j'ai Tom honnêtement, Collin, je dois ancien tout, d'HEC. moi, je dois tout à l'école républicaine de manière générale. J'ai fait toute ma scolarité dans le public et donc j'ai eu des profs incroyables depuis presque la maternelle, si j'ose dire. Donc moi, j'ai rien à reprocher à ce système de manière générale. Néanmoins, c'est vrai que l'égalité, c'est quelque chose auquel je suis quand même très attaché. Moi, je viens d'un milieu très modeste et on a pu, avec d'autres personnes de ma fratrie, faire des super parcours grâce à cette école gratuite républicaine, encore une fois. Je pleure. Donc, non mais ce que je veux dire, c'est que ça fonctionnait donc pas si mal, puisque manifestement, voilà, ça veut dire que plusieurs milieux sociaux pouvaient être brassés et avoir des chances comparables, en tout cas un minimum. Donc je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Moi, je suis pas dogmatique. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de situation, d'expérimentation, c'est si vraiment ça marche ailleurs, on a déjà fait des tests, des comparaisons. Voilà, si c'est une bonne idée, allons-y. Si c'est pas une bonne idée, le faisons pas, tout simplement. Joseph Touvenel. Ce qui est extraordinaire dans ce débat, c'est que les évaluations, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'il y a des évaluations qui sont demandées. J'en ai discuté avec une enseignante avant l'émission, puisque j'avais eu ce thème, et elle me dit, voilà, premier problème, elle n'est pas contre les évaluations nationales. Premier problème, aucun retour de la hiérarchie. C'est-à-dire que vous faites des évaluations dans une classe... Qui ne servent à rien. Et vous n'avez pas de retour. D'accord. Donc vous ne savez pas. Deuxième problème, en fonction, et elle l'a vécu, de ce que désire le ministère et la communication du ministère et du rectorat. On va vous donner une grille difficile ou facile, que les élèves vont, si elle est difficile, ils vont avoir du mal à réussir l'évaluation, et si elle est facile, et du coup en communication, on pourra vous dire, voilà une classe d'âge qui est nulle, ou voilà une réussite exceptionnelle parce qu'on est très bon. Dit, 1, il faut un retour, 2, il faut que tout ça soit logiquement fait, et peut-être que il faut déjà se poser sur des problèmes de technique d'apprentissage. Quand on dit ça s'est effondré, c'est pas la faute des élèves. Quand on dit, on compare avec ce qui s'est passé il y a 15 ans, vous prenez les examens, etc. Les élèves, ils répondent à ce qu'on leur demande et ce qu'on leur a appris. Et par exemple, est-ce qu'il est utile aujourd'hui en CE2 d'apprendre aux élèves le présent du futur ? Si vous pouvez m'expliquer déjà ce que c'est que le présent du futur, vous, eh bien voilà ce qu'on demande aujourd'hui à des élèves de CE2. Nous, on connaissait le présent, le passé, le futur. Maintenant, parlez-moi du présent, du futur. Voilà ce qu'on demande à des gamins de CE2. Lisa Kamen-Hirsig, alors vous êtes enseignante, chroniqueuse, vous avez d'ailleurs écrit une tribune dans le Figaro il y a quelques jours sur ces évaluations. Tiens, ma question, parce que là, le présent du futur, c'est quoi ? Parce que déjà, on ne sait pas ce que c'est, a priori, dans ce studio. Je sais pas. Le futur, c'est vous et je suis le présent. Je ne sais pas non plus. Hein. Vous ne savez pas non plus. Je ne sais pas non plus ce que c'est. D'accord. Et pourtant, c'est ce qu'on demande dans des écoles en CE2. Chaque année, des changements dans... Oui, pardon. Allez-y, Lisa, allez-y. C'est ce qu'on demande dans des écoles en CE2 dans le Val-de-Marne. D'accord. Lisa Kamen-Hirsig. Oui, alors, comme il y a un petit décalage entre vous et moi, c'est compliqué, mais c'est chaque année, ou presque chaque année, les catégories grammaticales et de conjugaison changent, donc c'est très compliqué de s'adapter. Moi, personnellement, je fais à l'ancienne avec des manuels de la Troisième République et ça se passe très bien. Donc, je ne tiens pas compte de ces changements. Mais est-ce qu'on a besoin... je ne sais pas ce que c'est le présent du futur. Est-ce qu'on a besoin de ces évaluations ? Est-ce que les professeurs, ou en tout cas, ne sont pas capables d'évaluer le niveau de leurs élèves ? Sans être obligé de passer par bien sûr. Oui, voilà. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas surtout confiance aux enseignants ? C'est ça je ne comprends pas. Elle répond. Lisa Kamen-Hirsig répond. Allez-y. Ce qui, à mon avis, ce qui inspire ces évaluations, c'est la volonté de s'attribuer des autosatisfaits pour contrer les études internationales qui montrent que notre niveau, le niveau de nos élèves, est en chute libre. Donc l'idée, c'est de faire des tests extrêmement simples, du type, moi j'ai des CM2. Alors, exemple de problème donné à des CM2 dans ces évaluations, de mémoire, Caroline a 320 €, elle a dépensé 280 €, combien lui reste-t-il ? On est en CM2.
accorde l'adjectif avec le nom. Alors des chaussettes, et il faut cocher entre vert RTS, vert TES, vert T et je sais plus. Enfin, il y a 4 possibilités à chaque fois. Donc c'est des choses qui sont faites pour que les élèves réussissent et pour pouvoir dire à la fin. Et d'ailleurs, ce sont les conclusions qui sont tirées par l'Éducation nationale officiellement sur le site de l'Éducation nationale. C'est le niveau est stable. Parfois, il est écrit qu'il y a une petite chute en français ou une petite chute en maths, mais jamais les résultats qu'on obtient au niveau international. D'abord, je ne suis pas persuadé que l'évaluation faite par le maître lui-même soit totalement objective, parce que lui-même peut avoir tendance à se surestimer, et je ne vois pas pourquoi l'argument de Joseph est valable si c'est vrai, hein, l'absence de retour. Là, évidemment, l'évaluation nationale n'a de sens que si après on a un retour et si on en tire des conclusions. Philippe, je disais aussi la même chose qui vient d'être dite d'une enseignante qui dit ils fabriquent comme ils veulent, ou c'est trop facile parce qu'ils veulent dire voilà il y a de la réussite, ou s'ils veulent faire de l'échec c'est trop difficile. Il y a une manipulation derrière. Le principe est bon, mais la réalisation est viciée. Mais sans y voir forcément de manipulation a priori, moi ce qui me semble important, c'est de rappeler quand même que la pédagogie, c'est quand même un art. Moi, je n'ai beaucoup de cours particuliers, c'était très différent, mais j'ai une petite expérience très modeste de la pédagogie, et c'est que la pédagogie dépend quand même vraiment des personnes qu'on a devant soi. C'est pas la même chose chaque année, ça dépend des élèves, etc. C'est pas des usines. L'école n'est pas une usine, hein, avec un formatage. 34 ou 36 élèves par voilà, classe. c'est ça qu'il faut avoir en tête aussi, je pense. Lisa. Je pense qu'il faudrait rétablir un certificat d'études, modernisé évidemment, mais une sorte de certificat d'études en fin d'école primaire, et laisser les enseignants évaluer entre-temps chaque année et pouvoir affecter les élèves dans telle ou telle classe en fonction du niveau des élèves. Je pense qu'il faut redonner une grande liberté aux enseignants. C'est de ça dont il manque. On est assailli de circulaires dans tous les sens, de journées du harcèlement, de journées de l'égalité, etc., qu'on nous fiche la paix et qu'on nous mette un examen de fin de CM2 qui conditionne le passage en 6e, pourquoi pas avec une orientation comme ça se fait dans de nombreux pays où on n'envoie pas évidemment 80% d'une classe d'âge au bac, parce que en fait l'idéologie qui est là derrière, c'est une idéologie égalitariste qui refuse, les syndicats hurlent au tri des élèves, mais c'est le contraire qui se passe. On ne trie plus personne, on envoie tout le monde passer le baccalauréat et on le donne à 96% des gens qui le passent. Donc en fait ces gens dénoncent quelque chose qui n'existe pas en France aujourd'hui. Il n'y a pas de tri des élèves. Tout le monde va faire une université. Si vous regardez la proportion de gens qui vont suivre des études supérieures, on est largement au-dessus de nos pays, des pays voisins. Il y a des pays où cette proportion est complètement inversée. Vous allez en Suisse, il y a 30 à 40% des gens qui passent l'équivalent du bac, c'est-à-dire la maturité, et les autres vont apprendre un métier. Aujourd'hui en France, quand vous cherchez quelqu'un pour élaguer les arbres ou pour s'occuper, ou un boucher, vous n'en trouvez pas, parce que tout le monde doit faire socio, psycho, histoire ou je ne sais quoi. C'est pas possible en fait. Allez, bougez pas. 0826 300 300. Laurence qui nous appelle de Saint-Martin, de Londres. Rebonjour Laurence. Oui, bonjour. Alors, moi, concernant les évaluations, étant économiste de formation, je suis partisane. Mais je suis partisane de choses qui permettent d'avoir ce qu'on appelle des indicateurs sincères et véritables. Oui, c'est ce que dit Joseph Touvenel. Voilà, c'est ça. Donc, moi, comme dirait Churchill, je crois aux statistiques lorsque je les ai moi-même falsifiées. Alors, si le ministère aime tellement l'évaluation, eh bien, moi, je lui propose de supprimer ce qui a été mis en place par Najat Vallaud-Belkacem en maternelle. Parce que voyez-vous, à cette époque, j'étais directrice et formatrice. J'avais mis au point un livret d'évaluation qui suivait l'enfant de la petite section à la grande section. Très précis, les parents y voyaient clair sur le niveau de leur enfant, sur là où il fallait progresser. On m'a interdit d'utiliser, on a remplacé ça partout en France par 5 photos des réussites de l'enfant dans un carnet de suivi. Ah oui. Voilà, c'est ça la réalité de l'évaluation. Ensuite, en élémentaire, vous avez ce qu'on appelle le LSU, livret scolaire universel, qui est une espèce de boulga où il n'y a pas de notes, c'est interdit parce que c'est anxiogène l'évaluation, vous voyez. On vous explique que c'est anxiogène. Donc là, on sent bien que
qu'il y a une espèce d'injonction paradoxale complètement débilisante, avec effectivement d'un côté le ministère qui souhaite nous faire pondre des statistiques qui lui permettent, qu'il modifiera dans le sens qui l'intéresse, et de l'autre côté un ministère qui nous explique à longueur de journée via notre hiérarchie que l'évaluation est anxiogène et que l'école doit être plaisir et jeu. Mais pourquoi on veut tout intellectualiser, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi on n'est pas simple? Faut pas être simple. Mais parce que il est normal, Cécile, qu'une politique de l'éducation nationale propose de grandes orientations, mais les mette en œuvre de telle manière qu'elle puisse irriguer l'enseignement du futur. Oui, mais la superposition de toutes ces évaluations, c'est une perte de temps sur l'éducation et sur le fait d'apprendre aux élèves. Lisa Kameniersig. Pardon Tom, juste. Oui, alors moi je suis d'accord avec vous, Monsieur Pilger, et c'est exactement ce que les enseignants réclament, c'est-à-dire une politique avec des grandes orientations et pas une politique qui vient détailler nos journées d'école. Parce que c'est ça qui se passe en réalité, c'est des politiques qui entrent dans des détails qui font qu'aujourd'hui on ne peut plus enseigner. Ce que je voudrais, moi en tant qu'enseignante, c'est qu'on me fixe des objectifs de fin de cycle, de fin d'année, et qu'on me laisse libre de les atteindre avec ma pédagogie, avec mon histoire, mon expérience, etc. Le temps d'enseigner. Je suis complètement d'accord avec vous. Et puis, oui, le temps d'enseigner. Et puis, ces évaluations pourraient avoir une vertu, je pense, mais encore faudrait-il ne pas vouloir se voiler la face. Elles pourraient permettre d'évaluer les écoles. Et non pas seulement les élèves. Et je pense que les parents auraient besoin d'indicateurs, quand ils inscrivent leurs enfants dans une école, d'indicateurs objectifs qui leur permettent de discerner entre les différentes offres. Alors évidemment, ça suppose aussi de regarder, de reconsidérer la carte scolaire, c'est-à-dire le fait de tanker les gens en bas de chez eux au lieu de leur laisser le choix. Ça suppose aussi de pouvoir recruter et licencier les enseignants comme on le souhaite, etc., etc. Donc toute cette liberté, en fait, qui devrait être laissée pour que les enseignants puissent faire leur travail. Aujourd'hui, elle est complètement niée par un ministère qui entre dans le détail au point de nous dicter heure par heure. Vous vous souvenez de Monsieur Papendiaï qui voulait qu'on fasse tous la dictée à la même heure. C'est un délire étatiste comme on n'a rarement vu. Allez, Tom Conan. Mais pour rebondir sur cette idée, effectivement, en fait, ils veulent faire du prêt-à-porter alors que c'est vraiment du sur-mesure. L'art pédagogique, c'est du sur-mesure. Encore une fois, l'art pédagogique dépend des personnes qu'on a en face de soi. Moi, j'ai quand même pas mal de profs dans mon entourage et effectivement, la plupart se plaignent, on peut dire la totalité, de la bureaucratisation excessive qui peut exister. Et puis, ça dépend du nombre d'élèves dans la classe, ça dépend de plein de choses. Il faut effectivement des grandes orientations, donc il faut une certaine forme de bureaucratie, mais effectivement, pas qu'elle soit une immixtion non plus dans le travail des enseignants. Il y a peut-être un problème aussi de recrutement et de formation des enseignants. Au départ, dans le primaire, c'est les méthodes d'apprentissage, et c'est ensuite, une fois qu'on a acquis les méthodes d'apprentissage, qu'on peut faire autre chose. Mais il y a des enseignants qui arrivent et ils n'ont eu aucune méthode, ils n'ont pas de pédagogie, ils n'ont pas eu de formation, et on voit quand on regarde sur Créteil, par exemple, vous prenez le concours pour professeurs des écoles, ce qu'on appelait les instits avant. Vous prenez le concours il y a 40 ans. Où il était très difficile d'avoir un poste. Aujourd'hui, c'est très facile parce que ça manque de candidats. Oui, je crois qu'il y en a qui sont passés avec 4 de moyenne qui ont été pris au concours. Oui, absolument. Donc ça pose quand même un sérieux problème. Merci en tout cas 1000 fois d'avoir accepté notre invitation. Vous vouliez rajouter quelque chose, Lisa ? Non. Non, et je disais que ce manque de discernement dans le recrutement des enseignants provoque des catastrophes ou des cas très graves, comme la petite fille qui s'est fait battre par sa maîtresse. C'est un manque de formation, c'est un manque. Et une fois qu'on a le concours, on est professeur à vie. Virer un fonctionnaire, c'est compliqué. Donc il faudrait effectivement recruter et former avec davantage de discernement, oui. Alors on va pas faire de raccourcis non plus, mais voilà. Direct, je pense, Merci beaucoup Lisa Kameniersig, enseignante, chroniqueuse au Point, Le Figaro et Marianne, et auteur de ce livre La Grande Garderie, publié chez Albin Michel. Dans un instant, une petite évaluation d'aptitude au qui c'est qui l'a dit. Et puis, oui, je suis désolée. Là, on va voir l'effondrement du niveau en France. Mais ça se trouve, on va jouer que Philippe et moi, je vous le dis, c'est comme ça que ça va finir. Tiens, on les laisse. Allez, on les laisse. Allez, Laurence, vous restez avec nous. On revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, chers amis des vraies voix, je vous englobe, mais vous aussi qui nous écoutez, parce que vous pouvez à un moment donné finir aussi dans ce studio, faites attention, on recrute.
Je suis ravie de vous accueillir avec vos crayons de couleur, Philippe Bilger, ce joli dessin que vous m'avez fait, magnifique, je vous remercie vraiment. Je pourrais vous chanter la belle chanson d'Hugo Frey sur les crayons de couleur. Allez-y. Allez-y. Non, je ne le ferai pas. Des promesses, des promesses, toujours des promesses. Avec Tom Conan qui est avec nous et avec Joseph Touvenel qui est avec nous aussi, on est ravis de l'accueillir. Et puis Laurence qui est une très bonne auditrice, hein, Laurence. Ah oui. Oui, fidèle, très fidèle. Et très fidèle. Laurence, je vous incite à lancer le jeu. Allez-y. Bien, lançons le jeu et je dois pas me mettre en équipe? Non. Ah non. Non, vous êtes chacun pour soi. Oui, absolument. Vous allez gagner seul, Laurence. On lance le jingle, on y va? Oui. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu commence par cette question à un point. Qui c'est qui a écrit à Yael Braun-Pivet? Je vous demande solennellement de me mettre ce drapeau afin qu'il demeure avec celles et ceux qui incarnent aujourd'hui l'espérance universelle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. De Logu. Non, c'était à Laurence. Non, Laurence avait la bonne réponse, donc un point pour Laurence. C'est Laurence. Il faut toujours laisser répondre l'auditeur avant. Voilà. Vous biaisez les évaluations. Voilà. Ça, c'est bon. Excellente, Laurence. Bravo, Laurence. Question à 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Alors, ce n'est pas un politique. Sur Michel Barnier, Premier ministre, c'est plutôt rassurant que ce soit lui. Il doit prendre des décisions réalistes. Laurence. Ah, je l'ai lu en plus. Ouais, il est nouveau. Il est nouveau. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps à la tête... comment? Bigot? Non, il est président de quelque chose. Président de quelque chose, voilà. les vraies voix. Je colle. Pas Attal? Non. Président. Non. Il a le même nom de famille que... Oui, je vais pas le dire. Oui, le même nom de famille que qui? Il a le même nom de famille que notre directeur... Le même prénom que notre directeur général. Il y a du Roger, donc. Non, son prénom. Prénom, ah oui, Patrick. Drahi? Non, Patrick. Le MEDEF. Bonne réponse de Laurence. Patrick Martin. Bravo. D'accord. Bravo Laurence, c'est dingue. Allez, qui c'est qui l'a dit? 2 points. Michel Barnier n'a jamais fait de social. Il a trahi le vote du peuple en 2005 et a constitué à la désindustrialisation du pays. 2 points. Je ne sais pas, mais je suis d'accord. Bompard? Non. Fort? Non. Casse-tête? C'est toujours Nouveau Front Populaire. Je vais vous dire un truc. Barbecue. Ah, Roussel. Bonne réponse. C'est vrai. Bonne réponse de Philippe Bilger, qui a été un peu plus rapide. Entre Roussel et Retailleau. Et Laurence a dit Rousseau. Non, oui, c'était parce que Roussel. Rousseau aussi c'était barbecue, mais elle aime pas, alors que Fabien Roussel, il aime. Oui, ben voilà, moi j'étais sur l'idée du barbecue. Mais c'est pour ça que j'ai donné un indice qui pouvait être... mais vous avez parlé de barbecue, mais vous restez sur le grill, ma chère Laurence. Pour cette question à 3 points. Quel poète. Qui c'est qui l'a dit? J'ai déjà vu des gouvernements de gauche qui menaient des politiques de droite. L'inverse n'est jamais arrivé, même avec ouverture. C'est 3 points. 3 points, et c'est quelqu'un qui s'est un peu retiré de la politique et qui a été plusieurs fois candidat à la présidentielle. Oui. Dupont-Aignan? Non. Ah, de l'autre côté. Bayrou? Ah non. Travaille à la Poste. Besancenot. Le plus rapide a été Tom Conan. Je ne sais pas s'il travaille toujours à la Poste, mais en tout cas, à l'époque, c'était le cas. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Le chèque de rentrée scolaire, à quoi sert-il? La France est trop généreuse. Laurence. Marine Le Pen? Non, et ça s'est passé sur Sud Radio. Sud Radio ce matin. Lisnard? Non, qui en a eu ce matin. Ah, il vient d'une ville où il y a eu un très grand club de foot. Ouais. Ah oui, ça. Saint-Étienne? Et c'est une région, en tout cas une ville de Champagne. Oui. Ah, elle vient de Et de Reims. Roy. Oui. Bah oui. Reims. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a à Reims? Donc Robinet. Bonne réponse de Philippe Bilger, Arnaud Robinet, le maire de Reims, l'Horizon. Remarquez, c'est bien Robinet C'est pas un pour quelqu'un qui... problème Bon, bah, bref. C'est du vin. Laurence, vous dites quoi? Non, je vous laisse oublier. J'étais sur la même blague, la même vanne. Robinet, c'est utile pour fermer les vannes. Voilà. J'adore Laurence. Qui c'est qui l'a dit? Armer notre police municipale, c'est l'exposer à des risques que je ne suis pas prêt à prendre. Laurence. Ça, c'est le maire de Grenoble. Bonne réponse, Éric Piolle, le maire de Grenoble. Vous êtes démente, hein, Laurence. Il va falloir venir nous voir. nous je vous le dis tout de remplacer, suite, hein. On attend une petite dernière. Venir vous voir. Hein. Bah vous oui, parlez d'éducation, vous serez surpris. Ah ouais. Allez, Laurence, une dernière question à 2 points. Qui c'est qui l'a dit? Pour parler de Grenoble, une police non armée dans un Far West est inutile.
C'est un ancien ministre et il est originaire de Grenoble. Laurence. Alors là. Carignan. Bonne réponse de Philippe Bilger, ancien maire de Grenoble. Et dites, ça y est, c'est fini. Et le vainqueur le vainqueur est Philippe Bilger avec 7 points. Laurence avec 5 points. Tom Conan avec 3 points. Et il est porté disparu. Deux victoires consécutives, Philippe Bilger. C'est trop. C'est vrai que c'est trop. Laurence, vous êtes notre révélation de la journée. Bravo. Vous êtes une très bonne candidate et une très bonne auditrice et on est ravis de vous avoir accueilli. Et on espère que très vite vous serez en face de nous ou autour de la table avec nous quand vous voulez. Je le souhaite, j'écris beaucoup sur l'éducation, donc je peux venir. Et ben voilà, écoutez, vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Aude peut vous programmer, on peut s'organiser. En tout cas, vous êtes la bienvenue. On est ravis de vous avoir rencontré. On vous embrasse, prenez soin de vous. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu de nos vraies voix, ce sera un petit peu plus tard, mais c'est pas dans 10 minutes, c'est dans 20 minutes. Beau message de Kate Middleton. Ah, ça, ce sera bien. Avec vous. Moi, les entreprises que les jeunes veulent s'arracher. Et vous ? Mais dans un monde où tout va mal, il y a des gens qui font du bien. Eh ben très bien. Juste après, le journal, ce sera le coup de gueule de Philippe David. On vous souhaite la bienvenue. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h. On vous coupe le sifflet quand on n'a pas envie que vous parliez, Philippe David. Non, mais c'est moi qui suis parti au mauvais moment. Bah oui, c'est ça. C'est pas grave. Pour ça, heureusement que Maxime est là. C'est pas la première fois, on m'a dit. Donc. Avec Tom Conan qui était avec nous, artiste et essayiste. Joseph Touvenel, le directeur de la rédaction de Capital Social. Et Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole. Et c'est un peu notre président à nous. Et vous laissez des messages sur les répondeurs. Vous savez, vous le pouvez au 0826 300 300. Aude les sélectionne, bien entendu. N'oubliez pas de valider vos messages à la fin, s'il vous plaît, d'appuyer sur valider parce qu'on en perd un petit peu et ce serait dommage. Écoutez celui-ci. Oui, bonjour, Christophe du Tarn. Je me permets d'appeler pour un petit coup de gueule, là, parce que j'en ai marre, mais vraiment marre d'entendre chacune dire par rapport à la réforme des retraites, tati-tata, au niveau de l'âge. Ça, ce n'est plus possible et plus tenable. Ce qui est important, c'est le nombre d'années de cotisation et non pas un âge hypothétique de départ à la retraite. Si vous n'avez pas votre nombre d'années de cotisation et le nombre d'années d'annuité, eh bien, ce n'est pas possible de partir à la retraite. Ou alors, si vous partez à la retraite, vous avez que de arrêter de dire n'importe quoi. Je vous remercie beaucoup. Et ben voilà, comme ça c'est réglé. Parlons vrai. En même temps, il y a une logique. Oui. Si on veut parler des retraites, il y a 3 choses à prendre en compte. Oui. Évidemment, l'âge légal pour partir, la durée de cotisation, parce que moi je peux vous promettre de partir à 50 ans, mais si je vous demande de cotiser pendant 40, ça va être un peu difficile. Et le montant de la pension. C'est ça. Voilà. Parce que si vous touchez des clopinettes, c'est ces 3 facteurs qu'il faut mettre pour raisonner... raisonnablement comme le fait cette révision sur la retraite. Le problème, c'est que c'est quand même un peu abstrait. Ça marche évidemment pour les gens qui ont une carrière sans accroc, sans trou. Mais pour ceux qui ont eu, par exemple, moi, il y a des gens comme ça dans ma famille, des femmes qui sont arrêtées pendant des années pour élever leurs enfants, parce qu'elles avaient plusieurs enfants. Mais il faut des cas particuliers. Oui, mais à un moment donné. Voilà. Mais donc, mais si parfois ces personnes après qui peuvent se retrouver divorcées ou veuves, etc., peuvent après avoir des retraites vraiment amputées qui leur permettent absolument pas de vivre, alors qu'elles se seront démenées pour élever leurs enfants au bénéfice aussi de la société d'une certaine façon. Mais ça devrait être comptabilisé, je trouve, dans la retraite, de dire vous avez élevé des enfants. Alors, il y a un bonus sur le nombre d'enfants. Mais ouais. Oui, mais même sur le nombre, que vous en éleviez 1 ou 3, enfin, vous élevez quand même des enfants et vous êtes quand même à la maison. Bien sûr. Surtout qu'après, généralement, n'ont pas le choix. Il y a beaucoup de familles monoparentales et comme vous le savez, la plupart des familles monoparentales, c'est des femmes. Philippe Bilger. Oui, ce qu'ont dit mes amis Tom et Joseph me paraît très pertinent et d'ailleurs ce qu'a dit l'auditeur immédiatement m'est apparu plein de bon sens. Bah oui, ça me paraît évident. Oui, mais l'auditeur disait quand même que, entre guillemets, si on partait sans avoir sa durée de cotisation, il était normal de ne pas avoir de retraite décente, si j'ai bien compris. Donc c'était un petit peu difficile. Quand on nous parle toujours de l'âge, voilà. c'est comment nous tromper. L'âge n'est pas le seul critère. Non, bien sûr. Il y a 2 critères. Ouais. Mais par contre, on pourrait très bien, puisqu'on nous parle du revenu universel, etc. Personnellement, je suis contre.
C'est-à-dire les gens qui travaillent pas, c'est pas normal qu'ils aient un revenu, mais par contre, quand on élève une famille, c'est un travail. Bien sûr que c'est un travail. Au sens de la société, je participe au bien commun. Homme ou femme, bien sûr. Et donc ça voudrait dire que étudier un revenu parental d'éducation. Oui, ça c'est quand on travaille pas, donc c'est-à-dire que vous êtes contre le RSA? Oui. Si je travaille pas, oui. D'accord. Mais je fais la différence. On est dans une société. Je vous souhaite de jamais vous retrouver dans la situation où vous devriez le demander. Hein. Mais non, mais il y a le chômage. Hein. Ah, le chômage, oui, quand on a travaillé, il y a des personnes qui justement n'ont pas forcément suffisamment cotisé. Attention, le RSA, qu'est-ce qu'il est prévu? Il est prévu c'est un revenu d'activité normalement. Le revenu universel, c'est pas ça. Le revenu universel, c'est je donne à tout le monde la même chose. Vous travaillez ou vous travaillez pas. C'est ce que fait la LASCA, par exemple. Une personne qui est en fin de droit, qui a travaillé fut un temps et après qui est en fin de droit, peut se retrouver effectivement sans rien. Il faut défendre le RSA ou des mécanismes de ce type, qui sont des instruments de lutte contre la pauvreté. Il faut qu'il y ait le A d'activité. Pas nécessairement. Ah bah pas nécessairement. Mais si, parce que entre deux personnes, celui qui reste chez lui en disant moi je touche. Oui, mais c'est des subsides qui sont mineurs. C'est 400 €. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec 400 €? C'est le prix d'un travail à mi-temps. D'accord, mais c'est le prix d'un SMIC à mi-temps. Moi, je suis pas pour que les gens crèvent dehors la gueule ouverte, si j'ose dire. Hein. Mais personne n'est pour. Tom, j'ai fait 10 ans d'accueil de rue des sans-abri. Donc c'est un sujet que je connais un peu. Ça empêche pas. À un moment donné, il faut faire la différence. Et là, on est en train d'en crever entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et la différence n'est pas assez importante. Il y a des gens qui ne travaillent pas légalement, qui peuvent faire du black, etc., qui touchent des aides sociales. Si on regarde le montant des aides... C'est très caricatural. Hein. Non, il y a beaucoup d'aides, d'exonération. Et personne n'est capable d'ailleurs de tous les comptabiliser, parce qu'entre ce qui est donné par l'État, les départements, les communes, les machins, les trucs... et à un moment donné, entre celui qui bosse et celui qui bosse pas, le différentiel peut être négatif. C'est-à-dire qu'à la fin, impôt dans payé... la majorité des cas, il existe quand même ce différentiel. On a un coup de gueule qui sonne à la porte. On parle de quoi dans un instant, Philippe David? Les truands, c'était mieux avant. Ah bah écoutez, comme ça, moi, c'est réglé. 0826 300 300, on a envie de vous entendre. Vous êtes les bienvenus, cette émission est pour vous et par vous aussi, puisque on veut votre voix à l'antenne. À tout de suite, on fait une petite pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On n'en a pas fini avec vous, les amis. On est ensemble jusqu'à 19h. Ça passe déjà très vite. Ça fait 1h15 qu'on est avec vous. Le temps passe vite. Et Philippe Bilger, ça va, mon Philippe? Oui, très bien. Oui, Tom Conan. On ne s'ennuie pas. T'imagines le mec qui dit. Qu'est-ce qu'on s'en kikine? C'est vrai, on pourrait rester. Joseph Touvenel. Eh bien, j'avais une grande discussion avec Tom. Voilà, et on reprendra à la prochaine pause. D'accord. Vous en étiez toujours, puisqu'on évoquait la retraite, vous êtes toujours sur le sujet de la retraite? Oui, parce que c'est notre avenir à tous les deux. C'est vrai, oui. C'est ça. Il y en a un plus que l'autre. Travailler. Allez, 0826 300 300, vous êtes les bienvenus, bien entendu, jusqu'à 19h et bien plus. Tout de suite, le coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village en parlant d'un homme qui vient de décéder alors que la trace qu'il laissera est celle d'un gros truand, mais qui mérite qu'on s'attarde sur lui. Edmond Vidal, le chef du gang des Lyonnais, est décédé donc la nuit dernière à l'âge de 79 ans. Une mort banale pour un ancien gangster sorti de prison en 1982 qui s'était, comme on dit dans le milieu, rangé des voitures en gérant une entreprise textile. Un truand à l'ancienne avec un code de conduite qui n'a plus rien à voir avec les truands d'aujourd'hui. Le ténor du barreau lyonnais, Maître André Soulier, qui fut l'avocat d'un de ses complices, a d'ailleurs déclaré dans les colonnes du Figaro, je cite, « C'était un homme intelligent avec des capacités logistiques hors du commun. Il n'y a aucune mère, aucun père, aucun frère ni sœur qui sont venus pleurer lors de leur procès. Ils n'ont jamais blessé quelqu'un d'extérieur. » Des propos qui m'ont rappelé des mots que j'avais entendus lorsqu'il y a une trentaine d'années, je travaillais comme professeur de vente en milieu carcéral lors d'une période de chômage. Un de mes élèves, fiché au grand banditisme comme braqueur multirécidiviste, m'avait dit pendant une pause, en me parlant d'autres détenus bien plus jeunes du groupe d'élèves, « Tu vois, ma génération, on a un code d'honneur. Eux en face, ils prennent une calache et ils défouraillent, ils s'en foutent de tuer du monde. Nous, si les Schmitt viennent nous serrer, on ne leur tire pas dessus car ils ont une femme et des gosses, on pose le calibre et on se rend. » Une époque définitivement révolue puisque maintenant ces nouveaux truands peuvent tuer une gamine qui révise dans sa chambre en tirant à la façade sur une façade d'immeuble avec une calache ou tuer de sang-froid un employé municipal à Grenoble. Je ne sais pas si le terme de bandit d'honneur est adéquat pour qualifier des truands, mais dans ce domaine comme dans tant d'autres, c'était mieux avant.
Philippe Bilger, est-ce que c'était mieux avant? J'aurais pu être agacé par le risque d'un lyrisme sur la criminalité, mais vous avez très bien fait les choses, Philippe, et je suis obligé de constater, à partir de ma propre expérience, je pense par exemple à François Besse, le lieutenant de Mérine, qui durant quelques mois a cherché à le calmer, que vous avez totalement raison. La criminalité telle que vous la décrivez a radicalement changé et elle a perdu une forme de morale. Alors il faudrait du temps pour expliquer ce qu'on entend par là, mais je trouve... Non, mais allez-y, vous avez le temps, Philippe. Non, je veux dire, c'est vrai que on est devenu aujourd'hui dans une criminalité, une délinquance tellement gratuite qui ne sont jamais justifiées ou rarement par une utilité, qu'en définitive, on constate aujourd'hui que le grand drame, c'est l'absence d'éthique dans la criminalité. Et c'est ce qui fait peur, précisément, puisqu'à une certaine époque, on savait qu'on ne serait agressé que lorsque quelqu'un avait besoin de quelque chose. Aujourd'hui, le drame, c'est qu'on peut être agressé tout le temps et dans n'importe quelle circonstance. Ça crée une angoisse diffuse qui est terrifiante. Joseph Touvenel. Alors, sur le grand banditisme, parce qu'il y a toujours eu des petits actes de délinquance avec des gens qui allaient frapper pour rien. Mais effectivement, moi, ça me fait penser à Albert Spaggiari. Oui. Vous savez, quand il a fait le casse de Nice, qui avait juste écrit « sans haine ni violence ». C'était un état d'esprit d'Albert Spaggiari. D'ailleurs, quand il a été pris, ses copains l'ont aidé à s'évader. Personne n'a su qui l'a aidé à s'évader, sauf qu'ils étaient là quand il a sauté par la fenêtre, ils l'ont emmené, etc. Oui, du tribunal. C'est effectivement une époque qui a peut-être disparu avec Alain Delon. Moi, je pense pas qu'il y ait une disparition de la morale spécialement, mais ce qui est vrai, effectivement, c'est que la morale, elle est plus commune. Chacun, en tout cas, se fait sa propre morale, se construit sa propre éthique, qui n'est pas forcément celle de l'autre. Ça, effectivement, je pense qu'effectivement, on est dans une société éclatée de ce point de vue-là, où on partage parfois pas grand-chose avec ceux qu'on croise. J'ai envie de dire malheureusement ou heureusement si on veut célébrer absolument justement une certaine diversité de ces morales. Est-ce que dans votre parcours, Philippe Bilger, il y a certains truands entre guillemets qui ont quand même quelque part avec lesquels vous avez envie d'échanger pour comprendre, pour Mais je l'ai fait en fait, Cécile. J'ai distingué clairement dans ma pratique professionnelle aux assises les procès qui étaient faits contre quelqu'un et de très rares procès que j'ai faits avec quelqu'un. Et je pensais à François Besse, il y en a d'autres, 3-4 comme ça. Là, Hélène Castel, c'était une histoire formidable. Et le fait qu'à un certain moment, ça n'est même plus la peine qui est discutée. On n'aurait même pas besoin d'un délibéré. Lorsque les débats sont terminés, on sait quelle sera la peine. Mais ce sont des procès où l'accusé vient avec vous vers la recherche de la meilleure vérité possible. Merci Philippe Bilger. Et tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vrais voix. Pas de panique, nous sommes des professionnels. C'est tout à fait vrai. Ah bon? Vous causez de quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et puisque vous aviez la parole, Philippe Bilger, vous allez la reprendre avec Kate Middleton. Alors je n'ai jamais détesté la bipolarisation honorable. Et j'ai toujours eu une grande dilection pour la princesse de Galles que je trouve qui a une personnalité, à mon avis, extraordinaire et qui est aimée à cause de cela. Elle a annoncé qu'elle avait terminé sa chimiothérapie, mais qu'il restait encore un long chemin pour se sortir d'affaire. Elle a manifesté, elle a montré la famille avec ses enfants et son mari dans des conditions qui sont rarement exposées, avec une sorte d'exhibitionnisme noble. Et on pourrait dire, c'est quoi elle a des facilités autour d'elle, elle a de l'argent, elle a des privilèges, mais il n'empêche que autant je suis agacé par l'exhibitionnisme de gens qui ont eu le cancer ou qui l'ont encore et qui devraient le vivre dans une sorte de discrétion, autant là je crois que ces discours à elle peuvent servir à beaucoup de gens. En tout cas, je l'espère. Joseph Touvenel. Oui, alors ce qui est intéressant dans sa communication, d'abord elle est très bien faite sa communication, mais ça peut redonner l'espoir à des gens qui ont le cancer en disant, voyez, la preuve, ça peut se guérir. Donc c'est un bon message. Et puis,
Moi, j'aimerais jamais vivre dans la famille royale d'Angleterre. Vous êtes surveillé en permanence. Vous avez des codes à suivre qui sont, c'est infernal. Il n'y a aucun espace ou presque de liberté. Même s'il y a des conditions de vie, il y a de l'argent, il y a des conditions de vie agréables, mais on est tellement enfermé que c'est une prison dorée. Moi, j'aurais pas détesté, franchement, parce que je trouve qu'il y a des valeurs, il y a des vertus, il y a de la discrétion, il y a de la tenue, et je ne pense pas que ce soit un enfer. Il faudrait peut-être épouser un prince, éventuellement. Oui, on pourrait. Ça serait une princesse, une solution. Ou une princesse. Non, j'ouvrais la possibilité. Non, mais en revanche, c'est quand même étrange ce que dit Philippe, parce que finalement, vous dites que lorsque c'est une personne lambda, finalement, qui effectivement fait l'exhibition, pour reprendre vos termes, de sa maladie, ça serait mal. Par contre, quand c'est une princesse, c'est bien. Moi, je pense que dans tous les cas, moi, je suis quelques personnes sur des réseaux que je ne connais pas, qui sont des personnes effectivement assez ordinaires, mais qui communiquent sur leur maladie. Je pense qu'on n'en parle jamais assez, parce que c'est des personnes qui sont fondamentalement ostracisées au quotidien. C'est parce qu'elle est une princesse, Tom. Je ne le dirais pas de n'importe quelle personnalité royale ou non. Elle, profondément, elle a une très forte influence. C'est vrai, bien sûr, comme le dit très bien Joseph, elle sert à beaucoup de gens. Les autres aussi, hein. Oui, mais... Les gens non, mais je sais pas, mais on a toujours l'impression que en tout cas, les familles royales ou les princes, les princesses ne sont jamais touchés par ce type de maladie. Oui, c'est vrai. En fait. Elles impulsent. Et c'est là où je vais dans le sens de Philippe, parce que c'est un milieu plutôt taiseux en fait. Et quand l'un d'eux montre effectivement qu'on reste des gens comme Monsieur, Madame, tout le monde avec ses joies et ses peines, je trouve effectivement, je vais dans le sens de Philippe, ça permet de dire, finalement, on est tous dans le, on est tous égaux face à ce type de. Je dois être un peu trop républicain et égalitariste pour donner autant d'importance. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant avec la suite des vraies voix et puis des sujets. Les jeunes diplômés exigent de plus en plus de leurs entreprises et les personnes qui sortent de l'anonymat par un geste courageux, voire héroïque. Ça émeut Joseph Touvenel. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h, c'est important pour nous en tout cas de vous proposer des sujets, de vous faire réfléchir, d'en débattre autour de nous avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord, et c'est l'intérêt avec Philippe Bilger, Tom Conan et Joseph Touvenel. Philippe David. Toujours en forme, et vous? Je vous ai rien demandé. En fait, il part au quart de tour. Je l'adore. Venez prendre ma défense au 0826 300 300. Ma collègue est nulle. Je vous rends la monnaie de la pièce. Allez, dans un instant, Félix Mathieu sera avec nous. En attendant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec vous, finalement, Joseph Touvenel, sur cette sortie de l'anonymat de certaines personnes. Oui, parce qu'on est submergé par les attaques au couteau, les actes antisémites, les homosexuels qui se font tabasser, les églises incendiées, etc. Puis dans l'actualité, il y a des gens qui ressortent. Je pense à Liliane Dejean, donc cet employé municipal de Grenoble, qui lui a eu l'axe réflexe d'aller essayer d'arrêter un meurtrier de la route, en fait, quelqu'un qui fonçait, qui avait fait un accident. Il en est mort. Quand on regarde, c'est quelqu'un qui était un syndicaliste engagé à la CGT, c'est pas ma chapelle, mais je suis sûr qu'il faisait du bon boulot. D'ailleurs, c'est ce que dit tout le monde. D'ailleurs, sa fille dit « Je suis fier de mon père », elle peut l'être. Mais quand on regarde dans l'actualité, il y avait aussi, rappelez-vous, Henri d'Anselme, 25 ans, qui fait le tour des cathédrales. Annecy. Et puis il passe à Annecy, il y a un fou furieux, un islamiste avec un couteau qui s'en prend aux passants et à des enfants. Acte réflexe, il intervient et il met en fuite. Puis rappelez-vous du colonel Beltrame. Il y a déjà un islamiste a déjà abattu 2 personnes et il donne sa vie. Il remplace une otage. Il en est mort, et on voit un syndicaliste, un fils de la noblesse, un gendarme, 3 personnes différentes, et 3 personnes qui nous font sourire quand même dans l'humanité par rapport à ceux qui nous font pleurer sur l'humanité tous les matins. 3 belles figures de notre pays, peut-être 3 modèles. Oui. Des héros anonymes. Et des générations différentes. Joseph, parce que vous montrez à quel point il y a une exigence d'humanité difficile à assumer, bien sûr, qui dépasse très largement les idéologies, les dogmatismes, les sectarismes, d'où qu'ils viennent. Et puis on se sent surtout très petit par rapport à ces gens. Ça, c'est sûr qu'à côté...
nos petites engueulades paraissent assez, non pas vaines, hein, mais un peu futiles, effectivement. Mais vous serez peut-être chacun individuellement ou collectivement acteur d'un sauvetage un jour ou l'autre. Hein, on ne sait pas comment on réagit. Non, c'est vrai. Alors certains, ça rétracte un peu les envies de certains de se dire il peut arriver quelque chose, mais bon, allons-y. Mais l'action, moi, me fascine toujours, parce que moi qui suis quand même plus quelqu'un d'intellectuel à supposer que ça veut dire quelque chose. Ça va. Mais plus intellectuel que Manuel. On va vous évaluer parce que là c'est pas possible. C'est que c'était un peu excessif comme qualificatif. Mais bon voilà, enfin bref, je ne suis pas un homme d'action. Donc je le regrette. Voilà. Puisque vous allez être un homme d'action, Tom, puisque vous revenez sur ces jeunes diplômés qui exigent de plus en plus de leur entreprise. Et aussi des gens plus héroïques que moi, effectivement. Donc c'est des personnes qui en effet demandent de plus en plus chez les jeunes diplômés, en fait, que leur entreprise, donc pour laquelle ils vont se donner corps et âme d'une certaine façon, respecte certains critères environnementaux ou de critères de justice sociale, etc. Alors évidemment, ça pourrait un peu prêter à sourire fut un temps quand on considérait que les entreprises devaient faire de la RSE, vous savez, donc la responsabilité sociale et environnementale. Mais aujourd'hui, ça prête plus du tout à sourire puisque c'est vraiment des critères essentiels pour que ces gens acceptent de travailler pour certaines boîtes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont même beaucoup du mal à recruter parce que leur activité est considérée comme nocive pour l'environnement, etc., etc. Et donc, ça devient un vrai enjeu. Vous savez qu'aujourd'hui, les marques se battent pour faire redorer ce qu'on appelle la marque employeur, ce terme un peu barbare, pour désigner justement la capacité, la propension d'une marque à être sexy vis-à-vis de ces personnes-là. Et donc je me demande à l'avenir si ce ne sera pas un vrai problème un peu systémique. Est-ce que certaines personnes voudront continuer à bosser pour, au hasard, l'industrie pétrolière, textile, automobile, aérienne? Certaines ne veulent plus, hein, ça va changer les choses. Il y a quelques semaines, même un ancien pilote d'une grande compagnie aérienne qui a arrêté de bosser pour cette raison-là. Il ne se sentait plus aligné vis-à-vis de l'activité de sa compagnie. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve ça intéressant. Philippe. Je trouve qu'il pousse loin une forme de rigorisme, mais je n'imaginais pas, Tom, que ce genre d'attitude était fréquent. Oui, de plus en plus. Ça le devient. Joseph. Mais en fait, il y a des générations et des générations, des gens qui s'engagent dans le syndicalisme, par exemple, pour, au sein de leur entreprise, qu'il y ait un respect du social et aussi un respect de l'environnement. Alors, ça devient, ce qui est toujours dangereux, il y a le côté sympathique et il y a le côté effet de mode. Oui. Et les deux sont toujours dangereux. D'ailleurs, on voit très bien que les entreprises récupèrent très vite. La RSE, c'est une bonne idée. Et puis, on a vu des entreprises qui faisaient des chartes morales de respect, etc. Tiens, par exemple, les voitures électriques. Il y a des gens qui vont dire, moi, je veux pas de l'automobile qui pollue, je vais travailler pour les voitures électriques. À l'heure où je vous parle, il y a 40 000 enfants qui sont dans les mines en Afrique pour extraire ce qui va permettre les batteries. Et il y a des entreprises qui font des très belles chartes qui, par sous-traitants interposés, font bosser ces 40 000 gamins. Et puis c'est bien de rentrer dans une entreprise. De toute façon, elles sont toutes... c'est la société qui est en train d'évoluer. Donc elles vont toutes vers ça. Donc c'est bien aussi de participer à la transformation. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Les vraies voix Sud Radio. J'allais dire Félix Mathieu, mais je vous confonds. Félix Mathieu, la présidente de l'Assemblée nationale, a sèchement répondu au député LFI Sébastien Delogu qui voulait récupérer son drapeau palestinien. Oui, je vais tuer le suspense d'emblée, d'entrée de jeu. Sébastien Delogu n'a pas réussi à le récupérer, son drapeau palestinien. Ce drapeau qu'il avait brandi dans l'hémicycle, c'était en mai dernier. Il avait provoqué une interruption de séance. Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Le député LFI des Bouches-du-Rhône avait été exclu 15 jours, mais quelques mois et une dissolution plus tard, il vient d'écrire à la présidente Braun-Pivet pour récupérer ce drapeau confisqué. Présidente qui l'a repris de voler dans une réponse officielle aussitôt partagée sur Twitter cet après-midi. Je vous propose de privilégier le travail parlementaire sur la polémique et les provocations, écrit-elle. Braun-Pivet, conformément à un usage constant, les objets retirés aux députés enfreignant les règles ne sont pas restitués, dit-elle. Sébastien Delogu qui, décidément, est très ciblé aujourd'hui. Bah oui, beaucoup moquent le peu de fluidité de sa lecture et ses mauvais calculs hier lorsqu'il s'est adressé au ministre démissionnaire de l'économie en commission des finances. Le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux
qui ne sont rien de leur service public. Vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Cette intervention provoque des réponses comme celle d'Éric Klein sur Twitter. Pour le député de l'Augus, 100 milliards d'euros, ça fait 600 fois 1,3 milliard. Mais comment peut-on être aussi stupide ? Je ne parle même pas de sa lecture laborieuse d'un texte que ses assistants parlementaires lui ont pondu. Beaucoup de réactions comme ça, mais d'autres au contraire pour condamner justement les ricanements, comme Caroline Boudet qui s'agace. Ce matin, je découvre SECPA en top tendance, une foule de tweets pour moquer de l'Augus. Bel exemple de classisme, dit-elle. Des élèves ou parents d'élèves de SECPA vous lisent peut-être, un peu de respect et de décence seraient les bienvenus. Ouais, Philippe Bilger. Non, mais à partir du moment où un député, semble-t-il, ne fait que dans les provocations et les humeurs, rappelez-vous, il roule à contre à Marseille, absolument. Là, il a évidemment du mal à lire, il fait un mauvais calcul. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a le droit tout de même, et éventuellement, pas forcément de s'en moquer, de le dénoncer. Il donne une lamentable image du député. On a le droit peut-être de le dénoncer, mais effectivement, c'est quand même un représentant du peuple en général. Il n'y a pas de vote censitaire. On n'exige pas non plus des députés qui aient à remplir un certain nombre de cases. Et effectivement, il y a une diversité du parcours intellectuel des différentes personnes. C'est aussi ça la force de l'Assemblée nationale. Joseph Touvenel. Moi, ce que je vais reprocher à LFI, c'est de l'avoir amené pour être député. Parce que c'est une très très mauvaise image des gens des cités. Comme s'ils étaient tous, parce que quand on regarde là, c'était assez fluide hein, ce qu'il dit. Mais quand on regarde, il a du mal à lire. Voilà quelqu'un qui a du mal à lire. Mais dans les cités, il y a des gens qui lisent très bien. Mais LFI a choisi ce gars-là parce que je l'ai dangereux. Et puis une question subsidiaire. Ces objets confisqués aux députés. Moi, je voudrais savoir quels objets sont confisqués aux députés et ce qu'ils deviennent après. Oui, ça m'intéresse aussi. Oui, en revanche, pour les évaluations de CM2, multiplication, ça passe limite. Hein. Rappelez-vous Raphaël et Arnaud dans le même style qui compare la femme voilée au rouge à lèvres. Ouais, peut-être que ce drapeau est sur le bon coin, on sait jamais, hein. C'est pas. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur la maladie, l'assurance maladie qui vise à traquer les fraudes face à une hausse des dépenses qui pourrait dépasser, écoutez bien, 17 milliards d'euros. Bam, ça c'est tombé. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Pour nous accompagner jusqu'à 19h, Philippe Bilger est avec nous, Tom Conan et Joseph Touvenel. Et Philippe David, bien entendu. Et Philippe, petit teasing à 21h. 21h, les vraies voix du foot. Et on va parler de beaucoup de choses. On va faire le bilan des Bleus. Et Dieu sait s'il y a à dire entre le match contre l'Italie, une défaite et une victoire pas si probante que ça à mon avis contre la Belgique. Absolument. Et on va parler également de l'élection à la Ligue nationale de football. Et autour de vous ? Autour de moi, comme d'habitude, Guy Carlier qui sera à la place de Philippe Bilger et Emmanuel Galasso qui sera à la place de Joseph Touvenel. Et rendez-vous à 20h. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Un arrêt de travail en quelques clics et sans même voir un médecin. Avec les réseaux sociaux, c'est très facile et complètement illégal. On sait de mieux en mieux les détecter. On affine nos contrôles. On se donne de plus en plus de moyens en termes d'outils pour pouvoir les détecter au mieux. On a des assurés qui fraudent et on a évidemment les professionnels de santé qui ne sont pas plus fraudeurs mais qui sont parfois à procéder à des facturations indues, des surfacturations, des cumuls de facturations. Et donc on a là aussi des comportements qui sont parfois frauduleux. L'assurance maladie vise donc à traquer la fraude face à une hausse des dépenses qui pourrait dépasser les 17 milliards d'euros cette année. La CNAM prévoit d'auditionner 7000 médecins généralistes et de contacter les assurés en arrêt de travail depuis plus de 18 mois pour mieux encadrer cette situation. Alors parlons vrai, est-on à votre avis face à des fraudes ou des abus ? Faut-il mieux indemniser les arrêts maladie ? À cette question, y a-t-il une fraude massive sur les arrêts maladie ? Vous dites oui à 66%, vous voulez réagir, Aude attend vos appels parce qu'elle est toujours là au 0825
06 300 300. Avec notre invité Marcel Garrigou-Grandchamp, médecin généraliste et responsable juridique national de la Fédération des médecins de France. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, je sais que c'est un sujet qui n'est pas vraiment le vôtre, mais... Comment Je croyais que j'étais un homme universel. Un expert. Non, mais sur toutes ces fraudes, vous, en tant que citoyen, est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites qu'il faut réguler tout ça? Je vais me retrouver dans le même registre que tout à l'heure sur les évaluations. Je trouve tout à fait normal que la CNAM, compte tenu des abus, tant du côté de ceux qui viennent des salariés invoquer des arrêts de travail abusifs, que du côté des médecins qui tolèrent ou facilitent ce genre de fraude, réagissent comme elle le fait. Alors, dans un monde idéal, évidemment, tout ça n'aurait aucun sens. Mais c'est la méthode qu'a la CNAM, me semble-t-il, et j'espère ne pas être naïf, c'est la seule manière de rétablir un peu de morale dans ces domaines. Tom Conan. Je ne sais pas s'il y a un problème systémique, ça peut arriver de manière ponctuelle, mais après s'il y a des réseaux vraiment qui sont organisés et qui effectivement font que c'est trop facilité, mais après je pense que le contexte c'est quand même des gens qui sont à bout, qui font des burn-out, qui sont mal, voilà, ça existe aussi et c'est pas des gens qui font exprès. Joseph Touvenel. Est-ce que la fraude est massive? Moi j'en sais rien. Est-ce qu'il faut lutter contre les abus? Oui, absolument. Du coup, ça demande des contrôles, et ça me paraît légitime de contrôler, y compris les médecins. Alors, faut pas les contrôler comme si c'était la police qui déboulait. Il faut regarder, parce qu'il peut y avoir des médecins qui donnent beaucoup d'arrêts par rapport à d'autres, simplement parce qu'ils sont dans des zones où les gens sont en plus mauvaise santé pour des tas d'explications. Ça peut être la pauvreté, ça peut être le travail, ça peut être beaucoup de choses. L'alimentation, plein de choses. Voilà, il faut y regarder de près. C'est pas parce qu'un médecin donne beaucoup d'arrêts que forcément il est à la cool. Bien sûr. Mais ça peut être aussi le cas. Donc les contrôles sont nécessaires, sont logiques. Il faut faire comprendre à tout le monde que cet argent, c'est notre argent à nous, et puisque c'est notre argent, ça doit être bien géré, donc il est légitime de contrôler. Avec intelligence, c'est mieux. Marcel Garrigou-Grandchamp, je rappelle que vous êtes médecin généraliste, responsable juridique national de la Fédération des médecins de France. Comment ça se passe quand on est médecin? Est-ce que vous avez des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Voilà, j'ai besoin de 8 jours d'arrêt maladie ». Moi, on m'a dit, certains médecins m'ont dit que ça existait et qui disaient, souvent pour certains, non. Ça peut se passer comme ça? Bonsoir. Oui, ça peut se passer comme ça, mais si vous voulez, je ne connais pas de système qui s'autorégule tout seul. Oui. Tout système a besoin d'une régulation. Vous prenez une machine à vapeur, sans le régulateur à boule, elle explose. Ben, pour les arrêts maladie, c'est pareil. Il faut quand même savoir, j'ai lu dans la presse, votre confrère Les Échos, pour pas le citer, la déclaration du directeur de l'assurance maladie qui parle de 30% d'arrêts abusifs. Autrefois, l'assurance maladie disait 10%. Moi, j'ai voulu voir de plus près et j'ai fait du contrôle médical employeur pendant plusieurs années. J'ai fait 25 000 contrôles. C'est quand même significatif. J'ai trouvé 3% d'arrêts irréguliers, qu'on peut dire injustifiés. Donc, vous voyez, on a un facteur de 10 avec ce qu'annonce l'assurance maladie. Il y a quelque part, il y a un hiatus. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des patients qui viennent et qui réclament des arrêts. Après, tout est entre les mains du médecin. Il faut qu'ils apprennent à dire non, ceux qui n'en sont pas capables. Mais ce que je veux dire, c'est que le médecin généraliste, c'est pas le seul acteur de la chaîne des arrêts de travail. J'ai entendu tout à l'heure Monsieur Bilger, que j'aime beaucoup, parler des patients et des médecins, mais il n'y a pas que, il y a aussi les entreprises. Vous avez des entreprises qui ont des taux de sinistralité très importants. Oui. Vous avez également la médecine du travail et il y a l'assurance maladie qui ne fait pas son travail. Moi qui suis un vieux médecin, je peux vous dire qu'il y a 20 ans, un patient qui était en arrêt était systématiquement vu au bout de 6 mois avec un échange entre le médecin conseiller et le médecin traitant, quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Ça ne se voit plus. On demande au médecin d'être traitant, d'être à la fois le médecin traitant et le médecin contrôleur, ce qui n'est pas possible. C'est quand même très important, il faut savoir, et là, moi, j'entends tout à fait ce que dit l'assurance maladie, c'est qu'au bout de 6 mois d'arrêt, vous avez 50% des patients qui ne reprendront jamais une activité. Vous vous rendez compte, cette désinsertion professionnelle, c'est effroyable. Il faut se battre contre ça, et moi, je milite pour des réunions à 3, médecin traitant, médecin du travail, médecin de l'assurance maladie, dès qu'un arrêt dépasse 3 mois. Il faut qu'on se réunisse.
Est-ce qu'ils ont le temps, ces médecins? Parce qu'on parle de pénurie de médecins aussi, de surpopulation. Les médecins traitants n'ont pas le temps, on a un problème de démographie. Les médecins de la sécurité sociale aussi, parce qu'ils ont un problème de démographie, ils ne sont plus assez nombreux. Mais le médecin traitant, tout seul, n'a pas de baguette magique pour résoudre à lui seul le problème que les autres n'arrivent pas à résoudre. Et il faut bien comprendre ça. Il est confronté à des tas de problèmes, il est obligé de faire du social, il est souvent obligé de prolonger des arrêts parce qu'il y a un rendez-vous d'imagerie pour un IRM ou un scanner qui est à 1 mois, et ben pendant ce temps-là, il faut bien prolonger le patient parce que l'accès au deuxième recours, le cardiologue, le psychiatre et j'en passe ne peut pas donner de rendez-vous rapide. Donc vous voyez, il doit faire face à ça. La médecine du travail se défausse systématiquement sur le médecin traitant en sachant que chaque fois qu'il voit le patient et qu'il est encore sous arrêt, il ne se prononce pas, notamment pour placer les patients en inaptitude au poste quand on sait très bien que ce patient va pas pouvoir reprendre son poste. Vous voyez, dans des cas de harcèlement, on peut pas laisser ce patient à ce poste, bien sûr. Il y a également le problème des urgences, de la chirurgie, de la psychiatrie qui n'assument pas leurs arrêts. Ils retournent vers le médecin traitant pour les arrêts de travail. Donc ça charge encore le taux d'arrêt de ces pauvres généralistes qui n'en peuvent plus et qui ensuite sont harcelés par l'assurance maladie parce que cette année, c'est bien, ce sont des entretiens. L'année passée, c'était des procédures. Il faut savoir que les médecins ont été confrontés à des procédures de ce qu'on appelle mise sous accord préalable. Elles se sont terminées là avant l'été. Un certain nombre de médecins ont contesté ces procédures devant les tribunaux administratifs et c'est pas encore audiencé. C'est-à-dire que quand ça va passer en audience, on va dire à certains médecins, ah ben non, vous n'aviez pas besoin de faire une MSAP. Pourtant, ils l'auront déjà fait. Donc, vous voyez comme le système est perverti. Il y a un manque de temps, enfin comme disait monsieur, c'est-à-dire qu'une consultation chez le généraliste, notamment pour ceux qui vont pas forcément en secteur 2 où c'est un peu plus cher, mais en secteur 1, très souvent la consultation elle dure 5 minutes. Parfois même moins. Donc c'est expéditif. Et d'ailleurs, je renvoie absolument pas le bébé contre les médecins, puisqu'évidemment ils font ce qu'ils peuvent. Et parfois une consultation à 20 ou 25 euros, c'est compliqué pour eux de le rentrer dans leurs frais, alors qu'ils ont des locaux à payer. C'est moins cher qu'un plombier qui arrive chez vous. Et donc ça va très très vite. Il faut que tous décident en 25 secondes après avoir ausculté la personne. Je vous arrête. Je ne connais pas de consultation en 5 minutes. Rien que le temps que le patient. Mais alors, c'est sans examen. C'est sans examen du patient. Parce que rien que le temps qu'il se déshabille et qu'il se rhabille. Moi, le nombre de fois où je suis allé voir des généralistes, je suis arrivé, ils m'ont pris ma tension, ils m'ont coûté 2 minutes, j'ai fait la carte bleue et ils m'ont fait la carte vitale, pardon, et la carte bleue pour payer. Voilà, 5 minutes montre en main. Alors là, je peux vous en citer des tonnes, comme ça. Alors il faut changer de médecin traitant. Je suis d'accord. Manifestement, il y a un problème. Vous étiez pas à la boulangerie. Non mais on comprend mieux d'ailleurs l'état de Tom Conan d'ailleurs. J'ai entendu tout à l'heure 2 clics et on a un arrêt. Ce n'est pas possible. L'assurance maladie, l'assurance maladie refuse les arrêts de plus de 3 jours établis en téléconsultation. Ils sont systématiquement refusés. Donc ça s'est peut-être produit à une période, ça ne se produit plus actuellement. Mais vos propositions sont quoi alors pour aller dans le sens de l'histoire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est simple. Il faut que l'assurance maladie reprenne en charge les contrôles systématiques. Et il faut surtout ce que je vous disais tout à l'heure. Dès qu'on a un arrêt. Contrôle médecin ou contrôle patient? Non. Convocation du patient. D'accord. Alors ça n'empêche pas les contrôles des médecins, mais encore faut-il qu'ils les fassent de façon plus sensée que c'est fait actuellement. C'est-à-dire comparer l'activité des médecins, c'est très difficile. Actuellement, l'assurance maladie la compare, mais avec un taux de comparabilité qui n'est pas bon. Je vous donne un exemple. Le médecin qui fait beaucoup plus d'urgence que son voisin, forcément, il va faire beaucoup plus d'arrêts. Le médecin qui a peu de patients bénéficiaires de la C2S, il va avoir plus d'arrêts. C'est quoi la C2S? C'est la prolongation de la CMU. Ça s'appelle plus CMU, c'est la C2S. D'accord. C'est que couverture maladie universelle. Couverture santé solidaire. D'accord. Voilà, pourquoi on dit C2S. Donc c'est sûr que c'est une patientèle qui a moins besoin d'arrêt, donc il va être défavorisé. Il y a aussi la tranche, on a reporté l'âge de la retraite, mais la tranche des patients entre 60 et 69 ans. Vous avez des gens qui travaillent encore, qui sont particulièrement usés, qui justifient beaucoup plus d'arrêts que les autres. Donc le médecin qui va avoir plus de patients dans cette tranche, forcément va faire plus d'arrêts. Et si vous comparez à un médecin qui en a moins, c'est pas comparable.
Vous voyez la problématique. Oui, donc, bien sûr. parmi ce que je propose également... Non, mais il n'y a pas de moyenne, c'est ça que vous voulez dire, en fonction de tellement de choses, du territoire, du métier, voilà, de plein de choses. Oui, c'est ça. La loi impose la comparabilité, mais c'est très difficile de comparer les médecins. Sauf erreur de ma part, il me semble que les médecins du travail ne peuvent pas donner d'arrêt maladie. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que ça déchargerait un peu les généralistes ou est-ce que vous pensez que c'est dangereux? Alors, ça déchargerait, mais c'est pas dans le rôle du médecin du travail. Vous voyez, le rôle du médecin du travail, c'est de définir l'aptitude au poste du patient, tandis que l'arrêt en général, qui est du domaine du médecin, c'est l'aptitude à travailler en général. Vous voyez, on peut être inapte au poste et quand même apte à travailler. Ça je comprends bien. Vous voyez la différence. Donc, non, mais ça je comprends bien, mais dans le principe, si un médecin du travail pouvait donner des arrêts maladie, ça vous choquerait ou pas? Non, ça me choquerait pas. Mais je pense que ça choquerait beaucoup les employeurs. Mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est le problème du malade et de l'assurance maladie. Oui. Non, mais vous savez, personne n'est malade, elle est malade. Pourquoi aller voir un médecin du travail pour voir un deuxième médecin derrière? Vous ne pouvez pas voir ce problème avec un bout de la lorgnette. Le problème des arrêts de travail, ça concerne plusieurs acteurs. Le patient, le médecin, l'entreprise, le médecin du travail, le médecin de l'assurance maladie, vous voyez. Et si vous prenez un arrêt de travail, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a un état de santé qui lui permet pas de travailler. On va pas demander à la terre entière de savoir si c'est voilà. Mais pour prendre ou alors c'est plus un arrêt de travail, c'est quelque chose. Ils sont comme l'inspecteur du travail. Pour prendre un peu de recul sur le sujet, vous pensez pas quand même que c'est aussi le contexte de dégradation des finances publiques, de volonté de faire des économies, qui pousse aussi peut-être à un peu exagérer peut-être ce débat sur les arrêts supposément abusifs? Oui, c'est possible, mais quand même, on a un taux de croissance. Alors, les arrêts ont flambé un petit peu avec la période Covid. Mais après la période Covid, ils sont pas revenus au taux d'avant. Et puis là, on a... Je vais pas parler gros sous, mais globalement, quand on regarde les taux de la progression du taux des arrêts de travail, on est sur une pente de 8% qui est pas justifiée, enfin, sauf à dire que les Français sont en situation difficile. Ce qui est peut-être le cas, peut-être que le mal-être en Oui, c'est Merci beaucoup. Possible. Merci mille fois, Marcel Garrigou-Grandchamp. Je suis désolée que vous n'appréciez que Philippe Bilger dans cette émission. Je pensais que nous aussi. Non, il y a des invités. Si c'est le cas, faut consulter un psy. Il y a des invités choisis à bon escient. Merci beaucoup, médecin généraliste et responsable juridique national de la Fédération des médecins de France. On vous réinvitera quand même. Vous inquiétez pas, on vous embrasse. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bilger, merci Tom, merci beaucoup Joseph Touvenel, Philippe David, on se retrouve avec vous à 20h. Mais tout de suite pour vous, c'est les vraies voix de l'emploi avec Nicolas Leroy. Absolument, on va vous parler de l'emploi en général. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour 2024 et en tout cas début 2025, on en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.